Aujourd'hui et en direct, le professeur Reda Djidik, vous êtes chef de service immunologie au CHU Bnim Soussa à Alger. Bonjour. Bonjour madame, merci de l'invitation. J'ai également le plaisir de recevoir le docteur Mourad Belkhalfa. Vous êtes chercheur en biotechnologie santé à l'USTHB. Bienvenue. Bonjour, ravi d'être là. Merci d'avoir accepté mon invitation et je reçois également monsieur Hassan Menouar. Vous êtes président de l'association Al-Amal pour la protection des consommateurs. Bienvenue. Oui, merci, bonjour et Et on aura également par Skype le docteur Hamidouche Mohamed. Il est attaché d'études à l'Institut Pasteur d'Algérie. Il est en formation d'épidémiologie à l'Institut Pasteur de Paris. Monsieur Hamidouche, bonjour. On va commencer avec Monsieur Hamidouche. En principe, nous l'avons avec nous en direct. Monsieur Hamidouche, bonjour, vous nous écoutez? Oui, bien, bonjour. Alors, vous êtes l'auteur d'une étude prédictive sur l'effet des mesures de prévention sur l'épidémie en Algérie. Vous dites en gros qu'elles ont été efficaces et qu'elles nous ont évité quelque chose comme 16 000 contaminations. Quels sont vos arguments? En fait, comme vous le savez, depuis le début de l'épidémie de Covid-19 en Algérie, toute la population en Algérie en général et au Blida en particulier, on sont impatients de savoir quand ils pourront reprendre leur vie normale. Et donc, c'est pour ça nous avons décidé de faire cette étude justement pour évaluer la stratégie préventive et les contrôles mis en place et pour estimer le nombre d'infections évitées et par la suite pour prévoir le pic de l'épidémie, la première vague initialement. Donc nous avons utilisé comme indicateur principal le fameux R0 qui est le taux de reproduction de base, ou bien grosso modo c'est combien une personne infectée peut infecter une personne non infectée. Donc grosso modo nous avons utilisé une procédure de comparaison avant la mise en place de la stratégie et après la mise en place de la stratégie de prévention. Et nous avons rajouté 14 jours après la mise en place de cette stratégie. Nous avons calculé le R0 avant et après. Et nous avons utilisé des méthodes Donc, nous avons trouvé les résultats que vous avez cités. Nous avons vu une diminution significative de R0 dans les différentes régions parce qu'on a comparé entre Blida uniquement et toute l'Algérie sauf Blida pour voir est-ce que le confinement total et partiel, les deux ils étaient efficaces. Et oui, nous avons constaté que vraiment à partir de la première semaine et 14 jours de la mise en place de la stratégie, une diminution de plus de 3 000 cas en Algérie et plus de 15 000 cas au cours de 2 premières semaines après 14 jours de la mise en place de la stratégie préventive. Oui. Je vais faire rester avec nous. Je vais faire juste réagir mes invités par rapport à ce que vous venez de dire. Donc, professeur Djidik, c'est une étude prédictive qui dit en gros que les mesures de confinement et les mesures de prévention d'une manière générale qui ont été observées par le gouvernement algérien ont évité à l'Algérie quelque chose comme 16 000 contaminations. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est pas un peu prématuré de... Non, ça c'est pas prématuré. En fait, tout ce que je peux vous dire, en fait, l'objectif d'un confinement, c'est connu, je pense, de partout, que le confinement, quand on fait un confinement strict, et les autorités algériennes ont rapidement réagi. Vous le savez très bien, en faisant un confinement strict à Blida, en arrêtant la scolarité au niveau des écoles, au niveau des universités, en bloquant les transports en commun. Je pense qu'il y a eu une réaction très précoce. Et le confinement strict, quel est son objectif? Pour éviter les contaminations. C'est clair. Je pense que c'est partout dans le monde. Quand on fait des confinements stricts, c'est pour arrêter les contaminations. Et dans quel but? Pas d'éradiquer l'épidémie. Il n'y a pas eu vraiment de confinement strict chez nous, à part Blida. À Blida, Alger, vous savez, les premiers temps, je vous assure, même s'il n'y avait pas eu de confinement strict à Alger, Alger le matin était vide. Les gens avaient peur parce qu'il y avait le syndrome italien, l'enfant de la France, l'Espagne.
Alors, ce qui s'est passé, les gens ont respecté, même s'il n'y avait pas un confinement strict à Alger, les premiers jours, les gens ne sortaient pas, ils avaient peur. Mais en fait, l'objectif d'un confinement, c'est d'arrêter les contaminations pour aplatir un peu la courbe de l'épidémie. Parce que si on laisse tout le monde sortir en même temps, on aura une courbe très très aiguë avec une base très étroite. La base indique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura beaucoup de malades au niveau de l'hôpital et on aura une influence et on aura un système de santé qui sera rapidement saturé. Et quand on fait un confinement, ce qui va se passer, nous aurons moins de contamination, moins de cas au niveau de l'hôpital et on aplatit la courbe. Au lieu qu'elle soit aiguë, il y aura une courbe très aplatie, mais qui va durer dans le temps. Donc le but, ce n'est pas d'éradiquer, je rappelle, la pathologie ou l'infection, mais c'est juste pour permettre au système de santé d'absorber tous les malades qui arrivent. Oui. Voilà un peu, et je pense que le confinement qui a été fait en Algérie tout à fait au départ a donné ses fruits, il a fait son travail, mais certainement que nous avons éviter beaucoup de cas en faisant ce confinement. Oui. Docteur Belkhalfa. Par contre, j'ai une question au docteur Hamidouche par rapport au R0. Nous, on sait très bien que le R0, c'est entre 2,5 et 3 pour le coronavirus. Et c'est basé sur le R0 de l'Algérie. Donc, je voudrais savoir c'est combien le R0 qu'il a utilisé pour faire cette étude. Parce que je pense qu'avec le confinement... c'est le degré de contamination, c'est ça. Mais avec le confinement, on essaie de réduire un petit peu le R0. Donc, c'est combien, je voudrais savoir, c'est combien il a réduit, il a réussi à avoir cette étude à partir de quel R0. Ça, c'est la première question. Pour l'évolution de cette infection, donc nous avons la forme de cloche. Donc il y a un pic. Donc le confinement, est-ce qu'il a donné des résultats? On ne peut pas se prononcer parce que nous, on n'est pas dans le confinement total. C'est un confinement partiel. Peut-être à Blida. Donc à Blida, peut-être, oui, si on fait une étude simplement à Blida. À Blida, je pense que cette étude est valable uniquement à Blida parce qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui peuvent influencer cette courbe. Donc ça reste mon avis et je pense le confinement partiel n'a... Enfin, on ne peut pas réaliser une étude fiable parce qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer cette courbe. Monsieur Lenoir, oui. Écoutez, moi je dirais d'abord, non, bien sûr, parce que Covid-19 est une pandémie, donc c'est international, donc on ne peut pas juste faire des comparaisons chez nous, on doit voir ce qui se passe ailleurs. Et maintenant, les grands experts en médecine, même en autres, des chercheurs, c'est-à-dire sont un petit peu divisés par rapport, on confine pas. Et il est certes que dans les pays où on n'a pas confiné, on a quand même dépisté tout le monde. Ce qui a permis donc aux autorités de ces pays de ne pas confiner et de laisser les gens vivre. Oui. Mais dans les pays qu'on connaît qui sont proches, notamment en Europe, ils avaient essayé au début de ne pas confiner, mais après, ils ont vu que ça dépassait leur capacité sanitaire, ils étaient débordés, donc ils sont retournés au confinement, et c'est maintenant, aujourd'hui, hier, avant-hier, qu'ils ont commencé par pays à déconfiner partiellement. Donc, si on parle de confinement en Algérie, non, il n'y a pas eu de confinement. Et même à Blida, je ne suis pas vraiment d'accord avec vous, parce que pendant cette période, nous, on a des membres qui sont à Blida, qui nous donnent des informations, beaucoup de gens sortaient, et ne pas oublier la distribution des denrées alimentaires qui a attiré beaucoup de masse de population autour d'un camion de semoule et là on voyait que les choses n'allaient pas s'arrêter rapidement parce que d'un côté on a confiné mais d'un côté on a fait sortir les gens et on les a mis dans une même masse et certainement ça a faussé donc les calculs pour ces études justement. Et c'est pour cela que d'aujourd'hui en Algérie on n'est pas encore sûr de ce qu'on fait. Moi je le dis comme ça en tant que société civile. Il y a beaucoup d'hésitation pour cette procédure de confinement. Donc on a confiné mais on n'a pas confiné totalement, partiellement et puis on a confiné le soir et pas la journée et puis la journée après on réduit encore. C'est un confinement aussi qui amène les gens à sortir en même temps parce que oui, bien sûr. Qu'après ils sont tenus par un couvre-feu. Oui, parce que soit on confine totalement, soit on confine pas, parce que si on confine juste une partie de la journée et on laisse une partie, dans la partie où les gens peuvent sortir, ils sortent en grande masse pour faire leurs courses et rapidement, et quand c'est rapidement, ça veut dire qu'ils n'ont pas le temps d'attendre la chaîne à l'extérieur du commerce, ils s'entassent pour avoir leurs denrées ou pour avoir autre chose. Je vais revenir juste à M. Hamidouche, peut-être. Monsieur Hamidouche, vous êtes toujours avec nous. Alors, je disais alors, il y a une question déjà qui a été posée par le docteur Belkhalfa, je ne sais pas si vous pouvez y répondre. Ouais. Oui. En fait, je suis d'accord avec vous que le confinement partiel n'est pas tout à fait efficace que le confinement total, parce que le principe du confinement, il agit sur le R0. Et donc, quand on dit R0, on cite les 4 facteurs de R0 qui sont la durée de l'infectiosité, la taille de la population sensible, la fréquence de contact et l'efficacité de contact. Donc, même si on réduise
le contact, la fréquence de contact avec un confinement partiel, ça va agir sur le R0 et ça va diminuer le R0. Mais c'est vrai que le confinement total va agir plus sur le R0. Concernant la question, vous m'avez posé, je pense, la question sur le R0 avant et après Ablida. Et sur les 42 jours de l'étude, nous avons trouvé un R0 de 1,69. Ablida, il est diminué à 1,14 après 14 jours de l'implémentation de mesures préventives avec une valeur P de 10 puissance moins 5 pour les statisticiens. Et en Algérie, en entière, le R0 il était 2,28 avec une réduction jusqu'à un R0 de 1,25 après la mise en place de confinement partiel, plutôt total et partiel parce que c'est l'Algérie entière. Et quand on parle de toute l'Algérie, à l'exception de Blida, justement pour évaluer le confinement partiel, sauf son confinement total à Blida, donc le R0 il est de 18, il est diminué à 1,31 après l'implémentation de la stratégie préventive. C'est vrai que le R0 il Oui, monsieur Hamid, excusez-moi, je suis obligée de vous interrompre parce que tout ça est très technique pour les gens qui nous regardent. Je ne sais pas s'ils arriveront à suivre. J'aimerais vous poser une question sur... je disais tout à l'heure dans mon introduction que durant le mois du Ramadan, aujourd'hui nous sommes au 11e jour, durant les 9 premiers jours, il y a eu des mesures d'allègement. J'imagine que vous avez suivi un peu la situation en Algérie. Il y a eu un déconfinement, la levée du confinement total à Blida. Il y a eu des mesures d'allègement du confinement dans les autres wilayas, notamment avec la réouverture de commerce. Et donc on a observé une augmentation de l'ordre de 1300 à peu près de nouveaux cas. À quel point ces quelques jours peuvent-ils affecter l'efficience des mesures qui ont été déjà prises au préalable? Moi, je pense qu'on va voir les conséquences après 12 à 14 jours, mais il faut savoir, il faut garder en tête aussi que même si la situation ne change pas, il y a toujours une évolution de l'épidémie parce que si on garde un R0 de 1,5 par exemple, 1,5, donc 1000 personnes vont infecter 1500 personnes, mais si on est à 100 personnes comme prévalence initiale de base, c'est-à-dire 100 personnes vont infecter 150 personnes, donc il y aura une augmentation de 50. Donc, même si l'épidémie en termes de ces paramètres n'évolue pas, mais on voit quand même une augmentation de l'incidence, même en Europe, on voit ça malgré les mesures prises, etc. Et donc, je pense que les conséquences vont être visibles à partir de 12-14 jours après le lèvement de certaines mesures préventives. Ouais. Oui, vous êtes avec nous depuis Paris, restez avec nous. Je vous invite, messieurs, à regarder un reportage justement qui revient sur les mesures qui ont été prises ces 2 derniers jours, en l'occurrence la fermeture de nouveau des commerces qui ont été rouverts au tout début du mois sacré. C'est un reportage signé Nassima Imloul. Regardez. Face à la négligence et au non-respect des mesures de prévention instaurées par les autorités publiques qui a entraîné l'évolution de l'épidémie du Covid-19 portant à la hausse les cas de contamination, il a été décidé dans plusieurs wilayas, à l'instar de Constantine, Silla, Oran et Alger, la fermeture de certains espaces commerciaux et la mise en place de nouvelles mesures interdisant aux enfants de moins de 15 ans l'accès aux grandes surfaces et autres commerces. Gardez vos enfants chez vous. La fête de l'Aïd passe, mais si vous perdez une vie, elle ne reviendra jamais. Pour moi, ce n'est pas un souci, il reste dans la voiture. C'est une bonne chose, les enfants doivent rester à la maison. Nous vivons un stress permanent, mais je préfère être stressé que d'exposer mon enfant en danger. Le relâchement dans le respect des mesures anti-Covid-19 a suscité la fermeture à nouveau des surfaces commerciales et un retour à plus de rigueur dans l'application du confinement et des règles, notamment la distanciation. Notez que tout commerçant ne respectant pas les mesures de précaution à l'intérieur de sa surface ouverte verra le retrait de son registre de commerce et la fermeture immédiate de son local.
Alors, Monsieur Menouar, quelle réaction après ce reportage? Je le disais en antenne, ça donnait la chair de poule parce que on voyait, c'est-à-dire non seulement les risques de contamination, mais aussi on a mesuré avec ça le degré de notre culture de consommation, le degré de notre culture de sécurité sanitaire. Hein. Ça veut dire que même en 2020, même avec tout ce qui se passe dans le monde entier, même malgré avec tout ce qu'on voit, par ici et par ailleurs, malgré tous les discours de sensibilisation, que ce soit des scientifiques, que ce soit des politiques, que ce soit des associations de consommateurs, que ce soit de tout le monde, et bien malgré ça, dès qu'il y a eu autorisation d'ouvrir les commerces, d'ailleurs même avant, les gens se sont remis à sortir, comme s'il n'y avait rien, et on a donné plus priorité donc à ces envies de manger ça et cela, que de se protéger. Et là, ça nous permet, nous en tant qu'association des consommateurs Aman, d'ailleurs, pour faire appel. Peut-être qu'il y a eu un sentiment, en fait, les gens ont été rassurés avec la levée de ces mesures. Oui, mais on a cru peut-être que finalement la pandémie était terminée. Vous savez, c'est pour cela que je fais encore appel ici sur ce plateau aux spécialistes en sociologie, en psychologie, de faire des études sur ces comportements. Parce qu'on en a besoin, nous, en tant que société civile, de comprendre et de savoir comment sensibiliser à l'avenir. Comment se fait-il que, parce qu'il y a eu un politique qui avait dit, allez, on peut ouvrir, du moment qu'il y a une petite base de commerçants qui se sont plaints de leur situation financière, et puis les Algériens, enfin peut-être c'est une minorité parce qu'on les voit, mais la majorité elle est confinée, on ne les voit pas. Mais même cette minorité qui tout de suite est sortie sans se dire que non, même j'ai toujours peur, on ne sait jamais, il n'y a pas eu ce sentiment, parce que normalement on attendait à ce qu'il y ait un déconfinement graduel, et puis avec beaucoup de mesures personnelles, pas seulement des mesures imposées. Et on devait s'imposer nous-mêmes, parce que qui n'a pas peur pour la santé? Celui qui n'a pas peur pour sa santé et sa sécurité à lui-même, normalement en Algérie, les Algériens comme nous sommes, traditionnellement, on a peur pour nos parents. Moi, j'ai toujours dit comment se fait-il qu'on s'occupe de ses parents jusqu'à l'âge de 80 ans, et on les chouchoute, après on leur ramène un virus comme ça, gratuitement, parce qu'on a été négligent, et surtout parce que on le sait, et tout le monde l'a dit maintenant, on n'a pas cessé de le dire. Personnellement, j'ai fait 100 interventions avec 102 avec celle d'aujourd'hui, pour dire depuis le 15 mars à ce jour, donc en 47 jours, pour dire aux Algériens, faites attention, vous risquez de tuer. Mais malgré ça, dès qu'il y a eu cette décision, moi je dirais une décision un peu anticipée, un peu rapide, un peu irréfléchie de certains responsables qui ont écouté une frange minime d'une population qui réclamait leur intérêt financier, et parce que aussi les pouvoirs publics n'ont peut-être pas pu répondre positivement ou autrement avec une autre solution à ce problème financier chez les commerçants. Donc, et le problème qu'il y a eu, c'est qu'on a déconfiné, donc on a mis les gens à l'aise, ils sont sortis. Oui. Tranquille. Après, on va reconfiner. Si on reconfine maintenant, il sera difficile de retourner à un résultat meilleur, parce que absolument. les gens... Docteur Belkhalfa, je disais donc à Docteur Hamdou justement que durant les derniers jours du Ramadan, il y a eu une augmentation significative du chiffre. À quel point les comportements qu'on a eus durant ces quelques jours peuvent-ils affecter l'efficience de la politique qui a été prise peut-être au préalable? Très bien. En fait, pour le confinement partiel ou bien la levée des mesures qui ont été prises, donc je pense qu'il y a eu un impact direct sur la population et sur les chiffres. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, il y a ce qu'on appelle le confinement intelligent. Un confinement intelligent, ça veut dire qu'il faut faire des levées des mesures progressivement selon des études, par exemple des études de comportement de la population. Un desserrement par rapport à des données réelles. Nous, on est dans une situation bien précise, on est pendant le Ramadan. On sait très bien que pendant le Ramadan, tout le monde sort pour faire le marché. C'était déjà un risque à prendre. C'était déjà un risque à prendre. Donc, il faut faire des études. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, enfin on fait une étude sur une population et à partir de cette étude on peut faire sortir avec les neuropsychologues et les chercheurs en comportement sur le comportement de la population et savoir comment peut-on déconfiner sans prendre des risques énormes sur la population. Et ça, ce qu'on appelle, et ça a été appliqué aux Pays-Bas,
ce qu'on appelle le confinement intelligent. Il y a des pays comme la Suède qui n'ont même pas, qui n'ont même pas confiné, mais qui savaient que la population était dotée d'un sens de civisme irréprochable. Exactement. Donc il faut des mesures à prendre selon la population et selon le comportement de la population. Absolument. Docteur, professeur Djidic, je pense que vous pensez différemment sur ce point. Vous n'allez pas vraiment dans notre sens. Non, pas du tout. Vous ne pensez pas que cette explosion de cas est due au comportement qu'ont eu les gens ces derniers jours? Ok, je vais répondre à votre question, mais avant, je voulais juste répliquer un peu ce que viennent de dire mes collègues. En les écoutant, je pense qu'il y a déjà dans nos têtes, il y a des contradictions. Quand j'ai écouté M. Mnowal, il parlait, la première intervention, il a dit « Nous n'avons pas fait de confinement dans notre pays ». Il l'a dit clairement. Et dans la deuxième intervention, nous avons déconfiné. C'est-à-dire, réellement, la situation est compliquée. Elle est multifactorielle. Oui. Et je pense qu'il faut bien étudier la composante socio-culturelle algérienne. Et nous devons faire des choses spécifiques à notre population. Nous ne pouvons pas adapter une situation telle qu'on la voit en Europe sur une situation socio-culturelle algérienne et sur l'épidémie algérienne. Maintenant, ce qu'on vient de voir, votre reportage, oui, bien sûr, ce sont des images choquantes, ça nous a choqués, mais ce n'est pas un déconfinement. Parce qu'il n'y avait pas de confinement, vous venez de le dire. Oui. Non, nous avons assoupli. Relatif par rapport la seule chose qui a changé, en fait, 3 heures, ils ont confiné politiquement, après ils ont déconfiné. Oui, je ne parle pas de politique, j'essaie de voir que là. Mais non, on s'explique. Non, parce que vous réagissez par rapport à ce que j'ai dit. Non, pas du tout, j'essaie de dire que les choses sont difficiles. J'ai pris un exemple en vous écoutant, de vous dire, dans nos têtes, chaque citoyen algérien, même les experts, c'est compliqué cette histoire de confinement, déconfinement. C'est un grand débat à l'échelle internationale. C'est compliqué même ailleurs, professeur Djidic. Voilà, c'est pas uniquement chez nous. Les Français sont en train de débattre comment ils font un confinement, le déconfinement intelligent en Hollande, aux Pays-Bas, en Allemagne. Donc cette situation est très complexe. Et maintenant, tout ce que je peux dire, il faut l'adapter à chaque pays. On ne peut pas copier quelque chose. Qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, très bien. Il faut analyser la situation algérienne. Il y a la composante socio-culturelle, on en a parlé, je ne reviens pas sur ça, sur la façon de réfléchir à l'Algérien, sur le mois sacré d'Ramadan, comment les gens se comportent. Il faut tenir compte de tous ces paramètres. Et bien sûr, voir les experts concernant l'épidémie. Tout ce que je peux faire. Tout ce que je peux vous dire. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a une recrudescence de cas, que les chiffres explosent en ce mois de Ramadan. Je vais être un peu prudent. Je vais vous dire que les cas recensés actuellement et tous les cas recensés auparavant sont test dépendants, vous le savez. Plus on teste, plus on a de cas. Si on teste à l'époque 100 tests PCR, on ne peut pas avoir plus de 100 cas de Covid. Oui. Si on teste maintenant 600... On est à combien aujourd'hui? Combien de tests? Écoutez, grosso modo, au niveau du pays, on peut aller jusqu'à 600, 700, 800 tests ce jour, donc on ne peut pas avoir plus. Donc, cette histoire, comme indicateur, le nombre de... Professeur, il faut reconnaître quand même que c'est beaucoup. Hier, par exemple, on a eu 179. Voilà, qui vous dit, madame, vous avez eu 177 sur 500. Hier. Qui vous dit, il y a 3 jours, vous n'aviez pas 400 cas? Parce qu'on n'avait pas cette capacité de tester. Je parle de nombre de cas. C'est-à-dire, si il y a 15 jours, vous testez que 200 et vous donnez un chiffre de 90 cas, il est possible qu'il y a 15 jours, la vérité était 800 cas, 1000 cas. C'est pour ça que je veux dire, il ne faut pas comparer maintenant ces nombres de cas qui arrivent. Il ne faut pas les comparer parce qu'ils sont test dépendants. Non, mais je suis en train de dire que relativement... Par contre, je vais vous donner un indicateur, madame. Non, je suis en train de dire que relativement, le nombre de cas dépistés, positifs, c'est très important par rapport au nombre de cas dépistés. C'est ça ce que je suis en train de dire, en gros. Vous me dites qu'il y a 200 cas, c'est ça les cas dépistés, c'est ça les cas diagnostiqués. Oui, mais je vous dis, c'est un chiffre, on le prend dans toute précaution. Il est possible qu'avant on avait 500, 600 cas, et ça veut dire que ça baisse. Comment ça va? Si vous comparez. Oui, je vous explique. Oui, allez-y. Allez-y, professeur. Non, je l'ai dit, ils sont test. Non, les chiffres qu'on donne, ils sont test dépendants, ils dépendent de la PCR. Oui. S'il y a 15 jours, on faisait que 100 tests PCR, on donnait le chiffre de 90. Cas diagnostiqués, mais ils ne reflétaient pas la réalité parce qu'ils étaient test dépendants. En réalité, peut-être c'était 600 cas en réalité, mais on ne les a pas tous dépistés. Et actuellement, notre capacité de dépistage a augmenté à travers le pays. Les autorités ont mis plein de sites de PCR dans le pays, donc nous avons augmenté notre capacité de diagnostic et nous donnons ce chiffre de 200 cas. Tout ce que je peux vous dire, on ne peut pas comparer ces chiffres entre il y a 15 jours et aujourd'hui, parce qu'ils sont test dépendants. Par contre, ce qu'il faudrait vérifier, c'est le nombre de décès. Oui.
Là, vous pouvez comparer le taux d'occupation des services de réanimation dans les soins intensifs, les cas graves et l'affluence des malades au niveau des hôpitaux. C'est le seul indicateur qui vous permet de voir et d'apprécier cette épidémie actuellement. Et non pas le nombre, ça c'est mon point de vue, et non pas le nombre de cas. On se concentre sur ce nombre de cas qui ne veut rien dire chez nous. Je ne dis pas qu'ailleurs, parce qu'ils testent là-bas. Mais chez nous, ce n'est pas le bon indicateur. D'accord, ça on a compris, mais ça reste quand même élevé par rapport aux tests faits de toutes les manières. Quand on fait 500 tests, ou même moins que 500, à chaque fois on a à peu près 100 ou 200 cas, ça reste élevé. Écoutez, l'épidémie est là. Vous avez parlé de la capacité, vous tendez une perche, je la saisis. Vous avez parlé justement d'un indicateur qui est en l'occurrence le taux d'occupation, voilà, le nombre de décès ou le taux d'occupation des hôpitaux. Vous êtes à l'hôpital, vous êtes à Beni-Suef. Alors, comment ça se passe aujourd'hui à votre niveau? Très bien. Moi, je suis agréablement surpris. Maintenant, vous allez me poser peut-être la question pourquoi. Est-ce que la pression baisse? Alors, tout ce que je peux vous dire, si on voit cet indicateur, le nombre de morts, le taux d'occupation au niveau des soins intensifs, le nombre de cas, je vous dis que la situation est largement maîtrisée. Nous n'avons jamais dépassé les moyens d'absorber les malades dans ces structures de soins intensifs. Je vous dis que, si je vous prends un exemple, nous avons 1 ou 2 cas intubés au niveau du service de réanimation et peut-être 9 ou 10 cas graves, sans plus. C'est-à-dire, pour moi, ça ne justifie pas toutes ces mesures. C'est-à-dire maintenant, au bout de 2 mois, il faut réfléchir comment faire ce déconfinement intelligent, aller reprendre la vie normale. On ne peut pas se permettre de bloquer tout un pays pour quelques cas graves qui surviennent comme ça. Moi, c'est pour mon point de vue, je pense qu'il faudrait maintenant réfléchir comment faire ce déconfinement intelligent. Si vous permettez... Oui, docteur Belkhafa, je pense que vous avez une proposition, justement, vous êtes en train de travailler sur une plateforme. Pour le déconfinement, j'ai une proposition, je travaille sur une plateforme justement pour proposer au gouvernement de déconfiner de façon intelligente. Très bien. Parce qu'on n'a pas confiné pour parler de déconfinement. Très bien. Il n'y a pas le confinement, mais on va essayer voilà, c'est pour ça que j'essaie de... On va essayer d'alléger les mesures. Très bien. On doit reprendre notre vie normale. Exactement. Donc, c'est une étude où on doit essayer de détecter les populations vulnérables. Très bien. Ces populations donc, sont vulnérables par rapport à quoi? Par rapport au traitement anti-inflammatoires, corticoïdes, chimiothérapie, radiothérapie. Et vous avez aussi la population qui est vulnérable par rapport aux pathologies associées, surtout les maladies inflammatoires chroniques. Et c'est ces populations-là qui sont plus touchées. Vous avez aussi l'obésité, les diabétiques. C'est les facteurs de risque. Donc, on a essayé de faire une petite plateforme avec des chercheurs de l'université de Msila qui travaillent sur l'intelligence artificielle. Donc, c'est un groupe. On a un neuropsychologue aussi. Donc on a fait un questionnaire qu'on a diffusé un peu partout. On a aussi envoyé à la Direction générale de la recherche, mais malheureusement ça n'a pas été adapté par le ministère de l'Intérieur parce qu'il fallait faire, le but c'est de voir un petit peu dans toutes les localités, surtout à Alger, dans les APC et tout ça, détecter où sont les populations qui sont vulnérables. Ça va prendre du temps tout ça. Non, en fait c'est une application qui prend 3 minutes pour répondre à des questions. Donc si une famille est composée de 7 à 8 personnes, je pense que c'est une vingtaine de minutes pour répondre à cette question. Donc diffuser ce lien, c'est un lien à diffuser sur tous les réseaux pour répondre à cette question. Et à partir de là, si on a des données, on a déjà des données préliminaires par rapport aux populations plus vulnérables au niveau d'Alger. Et on nous a demandé de faire aussi à Boumaltes, etc. Donc, à partir de ces données, on peut dire que, oui, on peut déconfiner de façon intelligente. Ça c'est un peu l'approche allemande. C'est ça, parce que je pense que les Allemands sont en train de faire ça. Ils sont en train de faire ça. Parce qu'il faut avoir connaissance de la population. Si on avait fait un confinement strict, peut-être, je ne sais pas, bon, je pourrais intervenir? Oui, allez-y, bien sûr. En fait, maintenant, parler de déconfinement chez nous, je ne sais pas si c'est le terme exact, et cette plateforme pourrait aider aussi. Mais je pense que maintenant, il a dit tout à l'heure, M. Hamadouche, nous avons vu un peu notre population sortir fin d'Ramadan et tout. Moi, je vais être prudent. Je vais attendre encore une semaine. Je pense d'ici la semaine prochaine. Si on n'a pas de recrudescence, pas de cas, mais de cas graves et de décès, je pense qu'on est dans une situation favorable à réfléchir comment absolument reprendre par palier la vie normale. Moi, je pense que la population jeune doit reprendre le travail. Il faut qu'on reprenne le travail. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut lever
toutes les mesures barrières. Non, pas du tout. Il faut garder toutes les mesures barrières. La distanciation sociale, le port de masque et l'exiger dans certaines c'est-à-dire situations. Je vous donne les exemples. Si on doit reprendre des transports en commun, par exemple, si je parle du tramway, du métro, des bus ou des trains, il faudrait aucune personne ne monte sur les transports en commun sans masque. Je dois interdire. C'est ce qui se fait aujourd'hui en Les Espagne et dans d'autres universités, pays européens. les écoles. Maintenant, je reviendrai simplement où je vais m'arrêter. Pour les populations vulnérables. Mais je vais vous dire une chose. Il faudrait que les médias, il faut que nous tous, les professionnels de santé, il faut qu'on sensibilise ce citoyen. Parce que là, la responsabilité est des sanitaires. Elle n'incombe pas à l'État uniquement. Parce qu'on a l'impression que l'État doit nous dicter ce qu'on doit faire. Chaque citoyen doit être responsable. Il faut qu'on leur explique. Non, mais si on est maladie virale... Professeur, si on est là justement, c'est absolument. C'est pour ça que je vous dis, il faut qu'on aille dans des spots, il faut aller dans les spots, expliquer le port de masque. Et goulez, mais cache le masque. Et bien on leur dit, il faut créer ta masque d'art. Il faut faire ce masque d'art. Mais docteur, excusez-moi, docteur. Je vais intervenir. Allez, parce qu'on doit avoir les moyens de nos politiques. À ce jour, depuis le début de cette crise, comme toutes les crises d'ailleurs, on n'a jamais eu un discours politique ou scientifique simpliste, simple à comprendre par les citoyens. On leur parle. D'ailleurs, ce Covid-19, il a dévoilé, il a mis à nu notre relation de confiance entre nous les Algériens. On ne se fait plus confiance. Parce que entre Algériens ou entre gouvernement et gouvernement? Non, c'est avant le Covid. Moi, je suis algérien, vous êtes algérien. C'est avant le Covid. Excusez-moi. Parce que déjà, même maintenant, les scientifiques, on les a mis dans des situations politisées. Maintenant, on a même installé une commission, un comité technique composé de médecins. Mais on ferme les mosquées, on ferme les écoles, ils disent oui, c'est bon. On ferme les commerces, ils disent oui. On fait un couvre-feu sanitaire de 19h à 7h, ils disent oui. Après, on l'élargit, ils disent oui. Après, on ouvre les commerces, ils disent oui. Donc là, on a perdu la confiance. Moi en tant que citoyen déjà, quand je vois, par exemple, même j'ai fait un plateau avec un membre de cette commission, et malheureusement, à la fin, il m'a dit, bon, vous, société civile, vous pouvez parler, mais pas nous. Ça m'a choqué un petit peu, parce que je me suis dit, je voudrais rétablir cette confiance pour qu'on puisse, parce que le déconfinement, bien le desserrement du confinement, et quand je parle de confinement, moi, je suis confiné. Il y a beaucoup d'Algériens qui sont confinés. Ça, c'est un confinement. Les politiques ont voulu qu'il y ait confinement. D'ailleurs, ils ont fermé les écoles, les mosquées, les marchés, ils ont tout fermé. Ça s'appelle un confinement. Mais en réalité, quand on le voit scientifiquement, c'est pas un confinement parce qu'ils ont laissé une partie de la population sortir. Quand on dit dans une entreprise, 50% travaillent, 50% ne travaillent pas. Les femmes ne travaillent pas, restent à la maison. Mais les hommes sortent. Mais l'homme, il rentre chez lui. Donc il prend le virus chez lui. Oui. Donc, je vais juste faire réagir monsieur Hamidouche parce qu'il est avec nous toujours depuis Paris. Monsieur Hamidouche, on a l'impression en Algérie que les mesures sont... en fait, on est en train de prendre des mesures à fur et à mesure de l'évolution de la pandémie. Est-ce que cela n'est pas dangereux? Est-ce qu'il ne faut pas anticiper dans ce genre de situation? Personnellement, je pense que c'est bien d'agir au fur et à mesure, oui, mais c'est bien aussi d'avoir justement des indicateurs. Comme vous avez dit, l'indicateur principal reste l'accès aux soins intensifs et aussi l'hospitalisation et la demande sur les urgences. Ça, c'est les indicateurs principaux sans discussion. Mais il y a aussi d'autres indicateurs épidémiologiques qu'on peut calculer et estimer justement pour prévenir la situation dans le futur. Et c'est pour ça qu'on a mené cette étude sur le R0 justement pour prévenir l'avenir, pour prévenir la situation dans les prochains jours, etc. Et il y a deux scénarios actuellement par rapport à notre situation en Algérie. Soit on maintient les mesures qui sont déjà mises en place strictement et on arrive à contrôler l'épidémie, spécialement à Blida, comme la situation à Wuhan, ils ont contrôlé l'épidémie par réduire le R0 au-dessus de 1. Sinon, on va voir un dépassement de foyers d'épidémie vers d'autres villes comme Alger, Sétif, Oran, là où l'incidence commence à augmenter d'une façon considérable. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Est-ce qu'il faut maintenir les mesures ou continuer à avancer en fonction de l'évolution de la pandémie? Oui, en fait, la stratégie algérienne est basée spécialement sur la réduction de la fréquence de contact. Donc, on évite de laisser les personnes infectées en contact avec des personnes non infectées, mais on peut agir aussi sur l'efficacité de ce contact, comme vous avez dit, par
ajouter aux bonnes habitudes d'hygiène une instruction, par exemple, pour porter des masques médicaux par la population ordinaire à l'extérieur. Et cette mesure a été signalée comme efficace dans plusieurs pays dans le monde, parce qu'il ne faut pas oublier que la phase présymptomatique, donc elle est infectieuse aussi, donc la personne qui est infectée est infectieuse 2 à 3 jours avant les symptômes, en rajoutant les personnes asymptomatiques, donc ils sont aussi infectieux, et donc on considère dans des études mondiales que entre 40 et 60% des infections sont dues aux personnes c'est-à-dire asymptomatiques et pendant des personnes infectées en phase présymptomatique. Donc je pense que vous avez raison de dire qu'une instruction de porter des masques chirurgicaux bien médicales par la population ordinaire est vraiment nécessaire dans l'avenir pour justement mettre des mesures plus strictes. Oui. Mais aussi il faut garder quand même les mesures qui sont déjà mises en place. Parce que quand on dit la stratégie préventive est efficace, ça ne veut pas dire que c'est bon et bien, il faut enlever le confinement, il faut ouvrir les frontières. Sinon, c'est pour dire qu'on est dans le bon chemin et la situation est maîtrisable. Tous les indicateurs disent que la situation est maîtrisable, quels que soient les soins intensifs, l'accès aux hôpitaux, etc. Même le R0 par cette étude, tous les indicateurs épidémiologiques disent que la situation est maîtrisable, donc il faut garder cette situation comme elle est. Oui. Monsieur Hamidouche, j'ai envie de vous faire réagir aussi sur le pic. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, la pandémie chez nous a évolué lentement, la courbe n'a pas été très ascendante, on l'a maîtrisée, comme vous venez de le dire, et que mes invités sont tous d'accord sur ce point. Est-ce qu'on a déjà atteint le pic ou où en sommes-nous finalement? En fait, quand on parle du pic, il faut bien préciser qu'on parle de pic de la première vague. Donc la première vague d'épidémie le pic, c'est-à-dire quand on atteint une immunité collective maximale par rapport aux paramètres de l'épidémie qui est le R0, parce que l'immunité collective est calculée selon les R0 qui se trouvent dans la région, désolé. Et donc, par exemple, à Blida, le pic va arriver à une unité collective à 10%. Si on garde justement la situation actuelle des mesures préventives, etc. Et en Algérie, en entière, on va arriver au pic à 16% de l'immunité collective. Et donc, selon ces résultats trouvés dans cette étude, on va arriver au pic de la première vague d'épidémie, je précise, au fin d'octobre, début de novembre de cette année, c'est-à-dire prochain. 2020. Merci. Justement, il y a, messieurs, merci, restez avec nous, monsieur Hamidouche. Justement, il y a ce fameux tableau de modélisation, je ne sais pas si vous l'avez vu, prédisant des dates de fin de la pandémie par pays. C'est un tableau qui a été émis par le DDI, donc Data Driven Innovation Laboratory, et qui prévoit la fin de la pandémie dans le monde, donc en décembre 2020, en Chine par exemple en avril 2020, en France et en Italie en août 2020, et pour l'Algérie, la fin de la pandémie sera en juillet 2020, mais vraisemblablement selon M. Hamidouche, c'est encore plus loin puisque le pic sera pour octobre. Alors, est-ce qu'on doit se fier à ce genre de chiffres finalement? Écoutez, tout ça, ce sont des modèles, c'est une modélisation, c'est des modèles prédictifs. Je vous rappelle, si vous vous rappelez, un épidémiologiste à Blida qui a prédit 48 000 décès en Algérie. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Oui. Donc, vous voyez, nous n'avons pas... C'est-à-dire maintenant, la situation est telle qu'il faudrait s'adapter. Je pense, chaque jour, chaque semaine, avec les données réelles du terrain. Un modèle prédictif reste un modèle prédictif. Nous n'avons pas eu ces 48 000 décès. Maintenant, le modèle dont vous venez de parler... Est-ce que c'est envisageable je pense sincèrement que nous aurons une maîtrise totale un peu de la situation d'ici la fin juillet. Sincèrement, je reste très optimiste. Brièvement, messieurs, pour poser d'autres questions, parce qu'on est déjà 40 minutes. Vous me permettez juste pour vous dire, parce que les épidémiologistes, c'est une bonne spécialité, ils prédisent, font de l'épidémiologie, mais je veux dire, dans une pandémie comme ça, on ne lutte pas contre les chiffres.
l'objectif de les la chiffres santé. nous permettent d'endiguer. Absolument. Mais en fait, notre objectif, c'est pas de baisser le chiffre, c'est de voir un peu le système de santé. Est-ce qu'on est en train de soigner les gens? Est-ce qu'on peut reprendre notre vie? Parce que l'infection, elle est là, madame. Le virus circule entre et ça permettra d'immuniser tout. Il a parlé de quelque chose de très important, 10% d'immunisation. Les chiffres nous permettent de savoir où en sommes-nous, quand même. Mais je le dis, je lutte pas contre l'infection en disant j'ai tant de chiffres, je dois baisser tout ça. Mon seul indicateur, je vous l'ai dit, c'est la mortalité, les soins intensifs et les cas graves. S'ils sont bons, nous pouvons reprendre. Monsieur Menouat, brièvement, s'il vous plaît. Les chiffres, c'est un bon moyen de sensibiliser parce que c'est avec les chiffres qu'on arrive à convaincre les gens de faire plus attention. Absolument. Vous savez, on pourrait s'en débarrasser si on fait vraiment attention et si on s'adapte, comme avait dit le docteur, par rapport à cette situation. Par exemple, on est en Ramadan. Normalement, on aurait pu profiter de ce mois, du moment que les mosquées sont fermées, du moment qu'on s'est empêché de sortir, parce que pendant le Ramadan, on jeûne. Le jeûne, déjà, il renforce l'immunité. Et puis, se renforcer aussi un peu plus avec ce qu'on mange. Et puis normalement, avec ces chiffres qu'on voulait avoir, hein, surtout, pour apprendre à se comporter, nous, en tant qu'Algériens. Pourquoi les Suédois ne font pas de confinement? Parce que les Suédois, ils sont déjà dans leur tête confinés, d'origine, déjà, ils ne se rapprochent pas, ils ne s'embrassent pas. Et d'abord, si on apprend, c'est culturel, si on apprend à être comme eux, les terrasses de restaurants sont désertées, après sont ouvertes. Voilà. Et puis aussi au niveau des décisions, parce que quand on parle d'Algériens, il n'y a pas que les consommateurs, il y a aussi les pouvoirs publics, il y a les scientifiques, il y a nous tous. Donc si on apprend pendant cette courte période à mieux se comporter, on va s'en débarrasser. Pourquoi? Parce que d'abord, nous avons un grand pays qui est vaste et on a un bon climat, donc je pense qu'on est dans la bonne période. On va y revenir. On va y revenir si on a le temps. Hein. Alors, oui, docteur Pour revenir pour la pandémie, donc je vais aller simple. Pour arrêter la pandémie, il faut deux choses. Ou bien avoir le vaccin, donc c'est pas le cas, ou bien avoir une immunité collective. Naturelle. Immunité collective. Donc il a parlé des chiffres qui sont très importants. Il a parlé de 16%. 16%, pour avoir une immunité collective, il faut 50%. Absolument. On peut l'avoir, on peut l'atteindre. On peut l'atteindre 50%. Pour l'immunité collective, donc on peut vérifier avec des tests sérologiques. Oui. Donc actuellement, immunité collective, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si, je pense que c'est... L'immunité collective, ça veut dire que les personnes sont touchées par le virus, mais elles n'ont pas de symptômes. Ou guéris. Ils sont guéris. Peut-être ils sont guéris, ils ont des symptômes ou bien des symptômes très légers. Donc, c'est des personnes qui sont touchées par le virus. Et l'immunité collective, elle est développée au bout de 10 jours à 12 jours. C'est ça, monsieur Titi? Oui. Voilà. Oui. Donc l'immunité collective conférée pour toute la population, ça veut dire qu'ils sont immunisés, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont protégés. Parce que ils peuvent être touchés une deuxième fois. On n'a pas encore, absolument, on n'a pas encore la certitude de ne pas pouvoir récidiver. Je peux répondre à ça aussi. J'ai envie justement de revenir sur cette question d'immunité, peut-être pas l'immunité collective, mais on parle beaucoup justement de maîtrise de la situation. On dit qu'on n'a pas eu des scénarios apocalyptiques comme ceux qu'on a vus en Europe. Est-ce que cela est uniquement dû aux mesures qui ont été prises, ou alors il y a aussi d'autres facteurs comme le fait d'avoir des facteurs génétiques par exemple, ou environnementaux? Merci pour cette question. En fait, il n'y a pas de réponse claire à votre question pour le moment. Peut-être on les aura peut-être dans quelques mois, ou peut-être dans quelques années. Mais en fait, tout ce que je peux vous dire, c'est un ensemble de facteurs qui font que dans le sud de la Méditerranée jusqu'au Moyen-Orient, nous n'avons pas ce Covid assez sévère que nous avons observé, qui nous a fait tellement peur au niveau de l'Europe. Alors je peux vous dire d'abord, si la caractéristique de la population maghrébine, ce sont des populations très jeunes. Donc nous avons moins de mortalité, de fragilité, les personnes âgées, tout ça. Là, peut-être il y aurait peut-être une composante génétique. Je peux vous citer par exemple comme ça si vous voulez. Vous savez que dans le génome de l'être humain, il y a des variations. Chacun de nous, dans la même ethnie, la même race, on peut avoir par exemple un variant génétique. Il est possible qu'il y ait des variants génétiques au niveau de notre population qui va conférer une espèce de protection ou de résistance au virus. Je vous donne un exemple. Vous le savez tous, on en a tellement parlé, que le virus pénètre la cellule pulmonaire, si vous voulez, de manière simple, à travers une clé, à travers un récepteur. Ce récepteur, s'il porte un variant au niveau maghrébin, il va faire que ce virus n'arrive pas à pénétrer en quantité importante. Et donc, c'est pour ça que peut-être nous n'avons pas cette forme sévère. Ça, c'est juste un exemple pour vous dire que les choses sont très complexes. Donc, ça peut être un facteur génétique. Le facteur environnemental, on ne parle pas beaucoup, mais je pense qu'il y est pour beaucoup. Je pense qu'il y a une virulence assez atténuée par rapport au virus qui circule dans des zones tempérées, humides, froides.
On le voit par exemple en Arabie Saoudite qui testent beaucoup, ils ont cette capacité de tester, ils ont des milliers de cas. Mais regardez le nombre de morts. Est très bas. Ça veut dire que c'est quelque part lié sans être expert, sans être un scientifique. Je pense n'importe qui, ça a sa portée de voir qu'au niveau de l'environnement, c'est quand même un facteur important. Et j'espère qu'avec cette canicule, on se débarrassera du virus. Docteur Bouchalfa, justement, il y a une étude qui a été menée à travers 20 pays européens qui établit un lien entre le soleil et la gravité des symptômes du coronavirus. Alors je rappelle que c'est une étude menée par des chercheurs anglais du Queen Elizabeth Hospital Foundation Trust et qui ont remarqué une corrélation entre un faible taux de la vitamine D et l'augmentation de la mortalité due au Covid-19. Exactement. Donc, on sait très bien que la vitamine D, qui provient, c'est une vitamine qu'on peut trouver dans les poissons gras, et c'est une vitamine qui est impliquée dans le système immunitaire. Donc, elle a un rôle très important. C'est juste une parenthèse, parce que le fait qu'on ait le privilège de vivre dans un pays ensoleillé signifie qu'on a justement un fort dosage de la vitamine D. Je vais poser un autre problème. Avec le confinement, je pense qu'on aura un taux de vitamine D qui est faible. Parce qu'on est moins exposé au soleil. Encore une fois, entre parenthèses, parce qu'on n'est pas vraiment confiné. Oui. Exactement. Donc, l'alimentation riche en vitamine D, je pense qu'on va renforcer le système immunitaire. L'efficacité du système immunitaire est associée à sa rapidité. Ça veut dire, si on a un système immunitaire rapide, il peut agir de façon efficace. On sait très bien, et vous savez que le prix Nobel de 2016 qui part sur l'autophagie, le renouvellement du système immunitaire, ça c'est important. Ça c'était, vous anticipez sur la prochaine question, allez-y. Ça c'est important. Pourquoi? Parce que si on a un renouvellement du système immunitaire, vous avez un système immunitaire qui est affaibli par une infection virale. C'est un système immunitaire qui est vieillissant. Donc, là, vous êtes en train de parler du jeûne. Le ramadan va essayer de renouveler ce système immunitaire et donc on aura plus d'efficacité à contrecarrer ce virus. Oui. Alors, juste pour revenir aux vitamines. Justement pour dire, oui, allez-y. Non, en fait, le système immunitaire chez des personnes saines, il fonctionne très bien parce que ce système immunitaire, il n'a pas besoin d'apport exogène. En fait, il suffit juste les règles d'hygiène. Quelqu'un qui dort bien, qui fait ses Le sommeil, c'est très important. C'est important. En ce mois sacré, justement. Physique, je parle de l'exercice physique et manger sainement fruits et légumes. Nous n'avons pas besoin de compléments alimentaires. C'est ça le. Oui. Arrêtons de dire. Je vais vous donner la parole. Juste pour dire que une personne saine, qui fait du sport, qui dort bien, qui mange bien, n'a pas besoin de compléments alimentaires. Nous avons un système immunitaire qui fonctionne bien. Oui. D'ailleurs, on le voit, des personnes qui font le Covid, ils sont sortis, ils n'ont pas besoin d'apport, de prendre du zinc, de la vitamine C. Maintenant, tout ce que je peux vous dire, il l'a dit tout à l'heure, M. Bouchalfa, effectivement, on le sait tous que le système immunitaire a besoin de vitamines et d'oligo-éléments pour fonctionner. Donc, bon, mais on les a dans les apports tel mec-là. Mais maintenant, des personnes âgées, ils ont des déficits. Oui. C'est pour ça qu'on doit compléter. Ils ont un système immunitaire vieillissant, on appelle ça de l'immunosénescence. Un système immunitaire qui répond tardivement, les cellules ne fonctionnent pas très bien. Donc on a besoin de renforcer avec des vitamines oligo. Mais une personne qui est bien portante, elle n'a pas besoin de prendre ces oligo-éléments ou de des vitamines. Il n'y a pas de souci. Il y a tout dans ce que nous mangeons. Dans l'alimentation. Oui. Monsieur Menouar, justement, vous faites des appels sur votre page, sur la page de l'association pour que les gens mangent sainement. Absolument, absolument. Surtout en cette période, nous, on voudrait profiter justement de ce Covid-19 pour faire changer ces mauvaises habitudes alimentaires chez les Algériens, notamment au Ramadan. On nous dit à chaque année, pendant le Ramadan, et le docteur va peut-être appuyer ce que je dis, c'est qu'à la fin du Ramadan, on a toujours des nouveaux cas d'obésité, de diabète, de cancer et autres. Mais cette année, on aurait voulu, d'abord, il y a ce soi-disant confinement, parce qu'on est à la maison, donc on peut se programmer mieux pour notre alimentation. Et puis, on a en face de nous un problème grave, un problème sanitaire que même les scientifiques n'ont pas pu résoudre, qu'il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de médicaments, il n'y a que notre immunité et bien sûr les mesures d'hygiène. L'immunité, donc tout le monde doit savoir, et on le dit à chaque fois, il faudrait la renforcer avec une nourriture saine, d'abord il faudra équilibrée. Donc on a bien dit ici dans notre flyer, il faudrait composer intelligemment votre assiette entre légumes, féculents et protéines, et puis maintenir les repas essentiels, bien sûr, éviter la surconsommation de sucre, sel et matières grasses, tout ce qui est excitant aussi, les cafés et thé, et profiter de ce temps qu'on a pour maintenir une activité physique. Il l'a dit avant moi, dormir suffisamment
en termes de qualité, en termes de quantité. Parce qu'il faut bien dormir. Donc dormir bien, c'est dormir la nuit, pas la journée. Absolument. Et bien sûr, je terminerai par dire qu'il faudrait se déstresser. Quand même un peu les siestes, non? Il faudrait... ça peut compenser un peu les siestes. Non, d'après moi, je suis bien ce que disent les experts. Ils disent que le sommeil, le bon sommeil, c'est avant minuit. Hein. Donc maintenant... c'est le sommeil de nuit. La sieste, elle est relaxante. Mais la sieste, c'est un quart d'heure, 20 minutes. Un sommeil réparateur. Des heures de sieste. Et je terminerai par dire qu'il faudrait se déstresser. Il faudrait se débarrasser de l'angoisse. Parce que ça, d'après certains experts que je suis comme ça sur les chaînes, ils disent que ça diminue l'immunité. Il faudrait être positif. Il faudrait faire de bonnes choses dans sa journée, dans son quotidien. Regarder tout ce qui est positif et éviter tout ce qui est rumeur. Tout ce qui est rumeur et tout ce qui est... La force du mental est très importante. Il y a un rapport direct. Vous avez parlé de l'immunité collective. Est-ce qu'aujourd'hui on parle de la possibilité que le coronavirus devienne un virus saisonnier? Est-ce que cela est plausible? Je pense que... Comme la grippe. Il a des beaux jours, le Covid-19. Donc on va en souffrir encore et encore parce qu'apparemment il n'y a pas une pression de sélection pour ce virus. La pression de sélection, ça veut dire qu'il doit muter pour s'adapter à une situation. Lui, il ne trouve aucun problème pour pénétrer le corps humain. Il se transmet d'un homme à l'autre. Donc il n'y a aucun problème. Il n'y a pas une pression, ce qu'on appelle la pression de sélection. Donc ce virus, il peut exister encore plusieurs mois. Et il n'y aura pas de problème. Mais l'immunité collective, on a discuté sur l'immunité collective, elle est très importante pour le virus. Pourquoi? Parce que si on utilise des tests sérologiques, c'est des tests sérologiques à haut débit. Ça veut dire que vous pouvez lancer dans une plaque 92 cas. C'est ça. Par chimiluminescence, par exemple. Voilà, il y a plusieurs tests. Vous pouvez lancer plusieurs cas par rapport au test RT-PCR. Donc, on peut savoir, a priori, combien de personnes qui ont... Merci de vulgariser, Dr Belkhalfa, pour les gens qui nous regardent. Le but, c'est de savoir combien de personnes qui sont immunisées, qui sont touchées par le virus et qui se supportent bien. Donc, ils n'ont aucun problème. Oui. Donc, c'est ça le but. Donc, connaître un petit peu la composante immunologique de notre population. Est-ce que notre population peut résister à ce virus? Pour savoir quels sont les dispositifs qu'on doit prendre à l'avenir. On va peut-être poser la question à M. Hamidouche, qui est toujours avec nous. Alors, M. Hamidouche, on parle aujourd'hui beaucoup de l'immunité collective. On parle aussi de la possibilité que le coronavirus devienne un virus saisonnier. Est-ce que cela est plausible, comme la grippe saisonnière? Ouais, pour parler de l'immunité collective en Algérie, il nous faut au moins 56% d'immunité collective pour que l'épidémie arrête. Et les scientifiques à travers le monde, oui, ils posent cette question et c'est probable que le coronavirus reste annuel parce qu'on n'a pas vraiment le temps d'immunité collective nécessaire pour arrêter justement la survenue des infections dans les prochains mois ou bien les prochaines années. Ouais. Donc il y a cette possibilité, oui, mais c'est pas prouvé. Quoi. Scientifiquement, on n'a pas de preuve que ce virus va rester. Oui, merci beaucoup. Les prochaines années, ouais. Oui, merci beaucoup, M. Hamidouche, d'avoir été parmi nous, d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. On va terminer sur peut-être un peu de prévention, puisqu'on arrive à la fin de l'émission. Alors, professeur Djik. On va parler des jeunes, Docteur Belkhalfa, on a dit un mot. Oui, vous voulez revenir là-dessus? On peut terminer sur ça. Non, mais la prévention, je pense que c'est plus important. Comment faire du jeûne, puisqu'on est en plein ramadan justement, comment faire du jeûne son allié pour renforcer son immunité? Écoutez, le jeûne est une pratique ancestrale. Tout le monde sait que ça peut être dans le but religieux. Plusieurs religions le font. Médical, scientifique. Il y a beaucoup de cliniques qui font le jeûne pour aider un peu certaines pathologies inflammatoires. Oui. Voilà. Et les scientifiques, tout ce que je peux vous dire, ne se sont pas intéressés beaucoup au jeûne sur le plan scientifique. Il y a eu certains papiers qui sont sortis américains de la Californie, mais ce sont des papiers qui n'ont pas respecté un peu le niveau de preuve.
c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes dans ces papiers, mais il n'y a pas encore des données de médecine factuelle, c'est-à-dire la médecine basée sur des preuves. Et tout ce que je peux vous dire, tout le monde va essayer de prouver, plus ou moins à travers ces études, que le jeûne renforce un peu l'immunité. Mais comment? On dit même que ça augmente l'espérance de vie, professeur. Oui, bon, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont, il faut prendre tout ça avec... mais tout ce que je peux dire, oui, il y a un mécanisme physiologique qui s'appelle l'autophagie, c'est-à-dire quoi? Autophagie, c'est se auto-manger, en fait, c'est un mécanisme cellulaire qui permet de renouveler un peu la cellule. Quand elle est un peu fatiguée, elle fabrique des choses qui ne sont pas bonnes, des protéines et tout ça, elle a cette capacité de les renouveler. Alors, on les renouvelle, et soit si on arrive à la renouveler pour travailler correctement, soit on l'élimine, elle meurt. Maintenant, le jeûne, ça a été prouvé qu'il renforce cette autophagie. Si on renforce l'autophagie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les cellules qui ne sont pas bonnes, qui ne fonctionnent pas pour une raison ou une autre, eh ben, elles seront renouvelées. Et si on renouvelle un peu le contingent de cellules immunitaires, ça veut dire qu'on va renouveler les nouvelles cellules immunocompétentes qui travailleront correctement. Voilà, sur c'est un aspect. Le fait de ne pas manger pendant 16 heures ou 14 heures, ça repose un peu la muqueuse digestive, ça peut améliorer ce qu'on appelle les microbes qui vivent en symbiose avec la muqueuse digestive, ce qu'on appelle le microbiote. Alors si on rééquilibre ce microbiote, ça donne un équilibre du système immunitaire parce qu'il y a une relation directe entre le microbiote et le système immunitaire. C'est pour ça qu'on dit que le jeûne améliore aussi le système immunitaire. Bon, il y a un tas d'expériences, mais globalement l'autophagie, le microbiote, et on diminue ce qu'on appelle l'inflammation. Parce que quand on a un microbiote perturbé, on a un état de pro-inflammatoire qui est là. Avec le jeûne, on diminue cet état pro-inflammatoire, on baisse un peu tous ces médiateurs de l'inflammation, tels que les cytokines pro-inflammatoires. Voilà tout ce que je peux dire. Docteur Belkhalfa, on va terminer avec vous, monsieur Hassan Menwar Al-Kamou, justement sur la prévention. Docteur Belkhalfa, j'ai envie justement, j'en ai touché un mot au professeur Djidjik par rapport à l'espérance de vie, parce que oui, le jeûne, notamment par rapport à la restriction calorique, peut-être, qui est prouvé qu'aujourd'hui, elle augmente l'espérance de vie. Exactement. La restriction calorique, la condition qu'on ne s'en pas, peut-être. Ah oui, il ne faut pas exagérer aussi. Hein. Donc, la restriction calorique, c'est un élément très important dans l'augmentation de l'espérance de vie. Ça, c'est connu. Et maintenant, c'est adapté pour tout le monde. Et nous, je pense... Donc c'est une barrière physique pour le Covid-19. Donc si on entretient notre microbiote, donc ça toutes les infections. Donc ça améliore un petit peu l'état de santé de la personne. Il n'y a pas que la santé physique, il y a la santé mentale aussi. Le stress, ça diminue dans le système immunitaire. Donc le cortisol. On sait très bien que le cortisol réduit dans le système immunitaire, donc il faut entretenir la santé mentale, donc en s'occupant, donc en faisant des exercices à la maison, en faisant des lectures, la lecture, on s'occupe comme on peut, parce que le confinement c'est pas facile aussi, nous sommes stressés quand on est confiné. Monsieur Menwar, peut-être terminer sur un mot, un appel aux gens qui nous regardent, bien sûr, un mot sur la prévention. Je le dis à chaque fois quand j'ai l'occasion, d'autant plus qu'on a vu des gens aller sur les plages ces 2 derniers jours parce qu'il a fait chaud. Alors quel appel peut-on aujourd'hui faire justement? D'abord, il faudrait tirer profit de ce Covid-19. Donc c'est une première mondiale, c'est une première en Algérie, nous on ne connaissait pas. Et on doit réapprendre à se comporter. Donc si cette hygiène de vie, cette hygiène de prévention sanitaire, enfin ces procédures de prévention sanitaire, on doit les adopter pour le restant de notre vie. Pour toujours. C'est-à-dire maintenant, on doit apprendre, on doit rehausser un petit peu notre culture de consommation et tous nos comportements. Et je parle là des citoyens consommateurs dans notre quotidien. On doit aussi savoir prioriser. Hein. Donc maintenant aujourd'hui, les gens qui se disent non, je dois travailler parce que je peux pas, je dois subvenir à certains besoins, je dois sortir pour acheter les vêtements de l'Eid, je dois quand même manger de l'ozlabia parce qu'il n'y a pas de ramadan sans ça. Non, cela maintenant, c'est le moment ou jamais pour corriger tout ça. Il faudrait que ça change. On a un problème qui est international, donc c'est une priorité. La santé, donc c'est une couronne que ne voient que les malades sur la tête. Il n'y a que les malades qui voient que la santé elle est importante. Absolument.
Pour les gens qui disent maintenant que non, mais attendez, quand on voit les chiffres, parce que j'ai vu des publications dire que les accidents de la route tuent plus que Covid-19, la grippe et tout, mais les familles qui ont perdu un membre de leur famille, parfois 3-4 membres, et qui n'ont pas pu les enterrer, il ne faut pas leur dire ça. Donc maintenant, on ne doit pas, et personne n'est à l'abri, donc essayons d'être un peu plus civilisés dans notre consommation et responsables, et n'attendons pas qu'il y ait des messages ou qu'il y ait des dispositifs du gouvernement. Merci beaucoup, monsieur Legault. Alors, on me dit qu'on ne nous reste plus de temps. Alors, merci, messieurs, d'avoir participé à ce débat, d'avoir enrichi cette émission. Vous retiendrez de cette émission les mesures barres.